Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Commémoration ce jeudi des manifestations du 11 décembre 1960. À cette occasion, le président de la République a adressé un message à la nation dans lequel il souligne la détermination du peuple algérien uni à diriger la marche du présent avec vigilance face aux tentatives de compromettre son projet national. Début des travaux de la suivi de la commission mixte algéro-tunisienne à Tunis, coprésidée par Ahmed Attaf et son homologue tunisien. Cette réunion se tient en préparation de la 23e session de la haute commission mixte algéro-tunisienne, prévue demain. Nous irons dans cette édition à Biskra, au cœur des Palmeraies, pour suivre Nassar et son père dans la campagne d'entretien qui suit la récolte des dattes. Derrière ce travail colossal, une passion et un engagement sans faille. Et à l'étranger, au Maroc, 22 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement de 2 immeubles dans le quartier d'El Massira à Fès. Les Marocains accusent les autorités de laisser proliférer des constructions anarchiques à travers plusieurs villes du pays. Bienvenue à tous. Dans le message qu'il a adressé à la nation à l'occasion du 65e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné la détermination du peuple algérien uni à diriger la marche du présent avec vigilance face aux tentatives de compromettre son projet national, mettant en avant l'identité algérienne enracinée de ce peuple, accueillant la diversité et uni dans sa croyance, un peuple qui s'est soudé durant les années de la sanglante tragédie et dans toutes les épreuves difficiles. Un vécu qui incite, dira le président de la République, le peuple algérien à orienter la boussole vers l'avenir d'une génération qui aspire à vivre dans une Algérie porteuse de ses ambitions, dans une société qui célèbre les talents et les compétences de ses filles et de ses fils et qui investit leurs capacités dans une dynamique de transformation réelle vers la consolidation des fondations et un jalon d'un développement durable à l'intérieur et à l'extérieur. Dans ce sillage, le président de la République a mis en avant le glorieux héritage révolutionnaire des Algériens qui permet au vaillant peuple algérien, en cette conjoncture régionale et internationale, de discerner les rouages des guerres d'intérêt intelligentes et ciblées et de déceler les dessous de la propagande mercenaire sous toutes ses formes, ainsi que les velléités de ceux qui laissent entraîner pour tenter de porter atteinte à l'État et nuire à ses intérêts. Le président de la République a dans ce sens tenu à rappeler la symbolique de cette date historique qui a illustré l'adhésion unanime de tout un peuple à l'appel de la déclaration du 1er novembre 1954, marquant un tournant décisif pour le retentissement de l'écho international d'une révolution qui a pris le temps à témoin de cet élan populaire porteur de principes suprêmes et d'objectifs nobles. Le président de la République dira par ailleurs que cet anniversaire, ainsi que d'autres glorieuses haltes historiques, sont matière à la réflexion sur les enseignements tirés des étapes d'édification de l'État national indépendant, tant par ses victoires que par ses difficultés. Les difficultés qui constituent, a-t-il dit, un point de départ pour une appréciation juste des efforts attendus afin de parachever le renforcement des indicateurs socio-économiques que le peuple algérien a pu réaliser depuis qu'il l'a investi de sa confiance et de s'adapter à un rythme plus rapide et plus performant pour rejoindre la marche des États ambitieux et influents. Un objectif qui sera inéluctablement atteint dans un avenir proche, affirmera le président de la République à la fin de son message, et ce par fidélité au serment des Chouhada sur lesquels il s'est recueilli en adressant à leurs compagnons Moudjahidet et Moudjahidine sa profonde considération. Et le 11 décembre 1960 constitue une date charnière de la révolution de novembre, symbolisant l'adhésion massive des Algériens à l'appel du FLN et leur refus déterminé de la politique coloniale qui visait à faire de l'Algérie une partie intégrante de la France. Les manifestations du 11 décembre 1960 ont ouvert la voie pour les négociations, le cessez-le-feu et l'indépendance de l'Algérie. Majda Jahmoun. L'Algérie musulmane, l'Algérie indépendante. C'est ce qui a été scandé par les milliers de manifestants sortis le 11 décembre 1960 dans la plupart des villes algériennes pour réclamer pacifiquement l'indépendance de leur pays. Ce n'était pas la première fois que les Algériens occupaient la place publique pour faire entendre leur voix, déterminés à faire valoir leurs droits et brandissant le drapeau national. Ils ont investi les rues, mais ont été confrontés à la répression coloniale.
L'étincelle est partie de Bellecour, un quartier populaire d'Alger, avant de gagner Annaba, Oran, Constantine et d'autres villes du pays. Une mobilisation d'une ampleur inédite qui se transforme en victoire politique, faisant plier Charles de Gaulle et les partisans de l'Algérie française. Les manifestations étaient telles qu'elles ont eu un retentissement dans le monde, puisque 9 jours plus tard, la 15e Assemblée générale des Nations unies reconnaissait le droit du peuple algérien à l'autodétermination. Une décision qui impose alors à De Gaulle l'unique alternative d'une négociation du pouvoir colonial avec le gouvernement provisoire de la République algérienne. Les manifestations du 11 décembre scellent ainsi la fin du projet colonial, un dernier coup porté à un système à l'agonie par un peuple déterminé à arracher sa liberté. Début des travaux du comité de suivi algéro-tunisien à Tunis sous la coprésidence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et de son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti. Cette réunion se tient en préparation de la 23e session de la haute commission mixte algéro-tunisienne, prévue demain sous la coprésidence du Premier ministre Sifir Riyeb et de la chef du gouvernement tunisien, Sarah Zafrani. À cette occasion, Ahmed Attaf a souligné que la commission de suivi représente une étape essentielle dans la préparation de cette 23e session en tant que mécanisme permettant d'évaluer les réalisations des derniers mois et d'anticiper les prochaines étapes avec pour objectif d'élever les relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique décidé par les dirigeants des deux pays. Pour sa part, le ministre tunisien a insisté sur la convergence de vues des deux pays et les défis communs auxquels ils sont confrontés dans un contexte international marqué par de profondes mutations et une raréfaction des ressources. Il a réaffirmé la nécessité de renforcer la coopération bilatérale afin de garantir la sécurité énergétique et alimentaire des deux pays. Entre Alger et Berlin, la coopération économique se renforce. Les opportunités d'investissement et d'affaires dans divers secteurs, notamment l'énergie, l'industrie et l'économie verte, ont été mises en avant hier lors de la première édition du sommet d'investissement algéro-allemand. Les responsables et représentants des communautés d'affaires des deux pays ont souligné la dynamique renouvelée des relations économiques bilatérales. Walid Yousfi. Le German Algerian Investment Summit, un rendez-vous stratégique qui réunit pendant 2 jours représentants gouvernementaux, chefs d'entreprise et investisseurs algériens et allemands. 2 jours de débats et de panels avec un objectif clair, renforcer la coopération économique entre Alger et Berlin. L'Algérie dispose de beaucoup de ressources et possède une population importante. Nous œuvrons à construire un partenariat plus solide basé sur la confiance. L'Allemagne aspire à diversifier ses ressources afin d'accélérer la transition énergétique. Les deux pays doivent aussi numériser leurs industries et leur système économique. Le marché algérien, c'est le pays le plus grand en Afrique. Alors pour l'Allemagne, je pense que c'est très important. Certainement, c'est les gens que vous en avez ici, les qualifications, les compétences que vous en avez. Je pense que c'est peut-être aussi un hub pour le reste d'Afrique, c'est une possibilité. Et c'est certainement aussi la proximité à l'Europe là. On est juste 2 heures, 3 heures de vol là. C'est pas très loin. Les infrastructures que vous en avez ici, certainement aussi dans le nord, ça c'est très bien. Alors il y a une bonne base là. Il y a une bonne base pour améliorer et approfondir la coopération entre l'Allemagne et l'Algérie. Nous avons aujourd'hui 4 projets concrets. Un projet autour de la sous-traitance automobile avec Reichhardt, un projet dans le cadre de la chimie et des matériaux de construction et avec Weiss et un partenaire algérien ECBF, un autre avec KSB dans les valves et les pompes. KSB est là depuis plus de 20 ans et s'engage à commencer à produire 2-3 références avec un taux d'intégration élevé, aussi une relation et un nouveau partenariat entre Siemens et un cluster algérien. Afin de développer des partenariats durables, soutenir les projets d'investissement et favoriser le transfert de technologies, des rencontres B2B ont également mis en relation des dizaines d'opérateurs des deux pays. Des énergies renouvelables à l'hydrogène vert, en passant par l'industrie mécanique, les domaines ciblés sont nombreux. Aujourd'hui, nous allons signer des conventions avec 2 grandes universités algériennes. Et pourquoi ces conventions sont importantes? Parce que nous avons reconnu, comme aussi l'État algérien, que la jeunesse
va jouer un rôle très important dans l'avenir de ce pays. Donc l'investissement dans les capacités de cette jeunesse est très important. Il y a de grandes opportunités ici. Nous ne venons pas seulement pour un seul secteur. Nous souhaitons nous développer davantage ici. Je pense qu'il existe de très belles opportunités pour développer nos activités, soutenir l'industrie nationale grâce à notre expertise et atteindre un taux d'intégration plus élevé en Algérie. Pour l'Algérie, il s'agit surtout d'attirer de nouveaux investissements et de bénéficier du savoir-faire allemand. D'ailleurs, plusieurs accords ont été signés et l'entrée en production de 3 entreprises allemandes en Algérie a été annoncée. L'Allemagne aspire quant à elle à consolider sa présence dans un pays devenu un pôle de coopération euro-méditerranéenne. On vous emmène à présent à Biskra, au cœur des Palmeraies, pour suivre Nasser et son père dans la campagne d'entretien qui suit la récolte des dattes. Chaque geste compte. Avec patience et rigueur, ils veillent à la santé de leurs palmiers pour en préserver la productivité année après année. Mais derrière ce travail colossal, il y a surtout une passion et un engagement sans faille. Reportage de Badia Amarni. Après la campagne de récolte de la date, Nasser, un jeune employé dans cette exploitation agricole, s'affaire à accomplir ses tâches quotidiennes pour entretenir cette palmeraie. Après une période de récolte particulièrement intense, vient maintenant le temps de l'entretien. Nettoyer le sol, tailler les palmes abîmées et préparer les arbres au prochain cycle. Des gestes techniques précis, répétés jour après jour en compagnie de son père. C'est grâce à cette vigilance quotidienne que la palmeraie reste productive, saine et résistante au changement climatique. À travers Nasser, c'est toute la chaîne de production de la date qui se révèle. Un savoir-faire ancestral, une passion intacte et un engagement permanent. En arrivant sur place avec notre équipe de tournage, nous l'avons trouvé perché sur un palmier en pleine opération d'élagage. Après la récolte, nous sommes en train de faire des travaux de nettoyage de la palmeraie. C'est mon métier que j'aime et que j'ai appris de mon père depuis mon jeune âge. Il est ancien dans ce métier, il m'a transmis son savoir-faire. C'est un métier qui est difficile et qui... Une fois les palmes mortes retirées, Nasser descend pour entamer une autre tâche tout aussi importante, celle du ramassage des feuilles sèches pour les empiler. Elles seront par la suite brûlées pour éviter la prolifération de parasites pouvant nuire à la palmeraie. Je suis au niveau de cette palmeraie pour accomplir différentes tâches. Et j'apprends aussi aux jeunes ce métier qui n'est pas facile. Souvent, en montant ou en descendant, nous sommes saisis d'un sentiment de peur. Ce métier qui n'est pas de tout repos permet la préparation de cette exploitation au prochain cycle de production, car la qualité de l'élagage conditionne directement la santé du palmier et la réussite des futures récoltes. D'ailleurs, cette année, les conditions météorologiques favorables ont permis une bonne cueillette, ce qui a permis la création de nombreux postes d'emploi saisonniers. Les conditions météorologiques favorables de cette année nous ont aidés pour avoir une bonne récolte qui peut satisfaire le marché national et le marché international. Il y a eu des ouvriers qui étaient venus de partout, des autres wilayas, pour travailler jour et nuit. L'État nous a aidés à travers les forages, l'électricité et les routes. Les agriculteurs sont satisfaits de la récolte de cette année et appellent à la création d'un marché à Tolga pour commercialiser leurs produits. La date de Tolga est très connue, mais nous avons un peu de difficultés de commercialisation. Nous souhaitons avoir un grand marché ici à Tolga pour encourager davantage les agriculteurs. Ce qui est effectué dans cette palmeraie est bien plus qu'une succession de tâches quotidiennes. C'est accompagner chaque jour les palmiers dans leur cycle de vie, protéger un patrimoine agricole ancestral et assurer l'équilibre de tout un écosystème. Et au sud-ouest du pays, à Béchar, l'oléiculture est en plein essor. 2000 hectares sont consacrés à la culture de l'olivier. Un projet stratégique qui vise non seulement à assurer l'autosuffisance locale en olives, mais aussi créer plusieurs postes d'emploi. Milad Hanine. La filière oléicole connaît un essor significatif dans la wilaya de Béchar, avec une extension progressive des superficies consacrées à la culture de l'olivier, atteignant aujourd'hui près de 2000 hectares. Une progression majeure pour la région, favorisant l'engagement croissant des investisseurs agricoles dans cette filière stratégique.
C'est un projet important pour la valorisation de l'olive. Les jeunes doivent s'impliquer dans l'entretien et la taille de ce genre de culture. Nous disposons ici d'une excellente qualité d'olive. Nous comptons des variétés destinées à la production de l'huile comme le chemlal et d'autres destinées à la consommation comme la cigoise. Sur les 2000 oliviers que compte la région, 1000 arbres ont produit une quantité considérable d'huile d'olive. La variété que je cultive est la cigoise. Nous avons enregistré un excellent rendement ces 3 dernières années. Grâce à un accompagnement renforcé et à l'engagement des agriculteurs, les rendements enregistrent une nette amélioration, confirmant le dynamisme de la filière oléicole dans la région. Sur une superficie de 2000 hectares, plus de 900 hectares sont déjà en production avec un rendement attendu dépassant les 4000 quintaux. Les agriculteurs ont bénéficié d'un soutien, notamment pour ce qui est de la généralisation du système d'irrigation goutte à goutte, ainsi que d'un accompagnement spécifique destiné aux jeunes plantations afin d'améliorer la productivité. Grâce au plan national de développement agricole, la filière oléicole s'impose aujourd'hui comme un véritable levier de modernisation de l'agriculture saharienne, ouvrant de nouvelles perspectives pour renforcer l'autosuffisance locale en olive et soutenir durablement l'économie nationale. Au Maroc, 22 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement de 2 immeubles dans le quartier d'El Massira à Fès, dans le nord du pays. Les 2 bâtiments de 4 étages chacun étaient habités par 8 familles. Aucune explication officielle n'a été avancée sur les causes de ce sinistre. Sur place, les Marocains accusent les autorités de laisser proliférer des constructions anarchiques à travers plusieurs villes du pays. Milad Hanin. Dans la nuit du 9 au 10 décembre, l'effondrement de 2 immeubles contigus de 4 étages dans le quartier d'El Massira à Fès au nord du Maroc a provoqué la mort de 22 personnes et de nombreux blessés. L'un des bâtiments était inhabité, tandis que l'autre abritait une cérémonie familiale au moment du drame. J'ai perdu ma femme et mes 3 enfants. Je faisais mes courses à Tissa et on m'a appelé pour m'annoncer ce drame. Avant même l'arrivée des secours, les habitants, bien que sous le choc, ont tenté de sortir leurs voisins des décombres puisque de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Aujourd'hui, c'est un désastre, une catastrophe. L'effondrement de ces 2 immeubles, c'est un quartier très dense ici. À 23h30, on a vu l'effondrement d'un immeuble et 1 minute après, l'autre immeuble s'est effondré. Il y avait une famille de 4 personnes et une autre de 5 personnes. C'est l'État qui leur avait donné ce terrain et ils ont construit leur maison eux-mêmes. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame qui révèle un laisser-aller total de la part des institutions du Merzane. D'autant qu'au Maroc, cette situation est récurrente. En mai dernier, un immeuble s'est effondré causant 9 morts et l'année précédente, une bâtisse avait également cédé. Malgré ces tragédies, la sécurité des citoyens semble secondaire aux yeux du Merzane. Les habitants crient au scandale. Ils réclament que cesse la négligence et que les responsables rendent enfin des comptes. Toujours à l'étranger, une importante manifestation s'est tenue hier à Bruxelles devant le siège de la Commission européenne à l'appel de la communauté sahraoui en Europe et de nombreuses organisations et associations solidaires du peuple sahraoui. Les manifestants ont dénoncé l'accord commercial conclu en octobre dernier entre la Commission européenne et le Maroc, un accord incluant des ressources naturelles du Sahara occidental, territoire non autonome inscrit à l'agenda des Nations Unies. Cette mobilisation intervient dans un contexte de fortes critiques visant la Commission européenne, accusée d'avoir signé cet accord via un processus jugé non transparent et en violation des décisions de la justice européenne. Pour les militants des droits de l'homme et plusieurs parlementaires européens présents, cet accord contredit clairement les arrêts rendus le 4 octobre 2024 par la Cour de justice de l'Union européenne qui réaffirme l'illégalité de tout accord concernant le Sahara occidental dans le consentement du représentant légitime du peuple sahraoui, souverain sur ses ressources naturelles. Inclure le Sahara occidental dans ce type de traité légitime l'occupation illégale de notre territoire et l'exploitation de nos ressources sans notre consentement.
Le Front Polisario, seul et unique représentant légitime du peuple sahraoui, reconnu par les Nations Unies, a constamment réaffirmé cette position et continuera à défendre notre droit à la souveraineté. En tant que Sahraouis et citoyens conscients du monde, nous exigeons que l'Union européenne respecte ses obligations légales et morales et qu'elle cesse tout accord contribuant à cette exploitation et qu'elle suive les décisions de la justice internationale. De Bruxelles, nous lançons un appel à la solidarité mondiale, un appel pour le peuple sahraoui, pour tous les peuples privés de leurs droits, pour tous ceux qui luttent pacifiquement pour leur avenir, pour la liberté, pour la justice et la souveraineté du Sahara occidental. Merci. Dans la bande de Gaza, énième violation de l'accord de cessez-le-feu, les forces d'occupation sionistes ont tiré à balles réelles sur des Palestiniens dans le quartier d'Al-Mawassi, dans la ville de Rafah, faisant un martyr et plusieurs blessés. À cela s'ajoutent des conditions humanitaires déjà catastrophiques. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine affirme que les fortes pluies qui s'abattent sur la région aggravent davantage la situation des centaines de milliers de personnes déplacées, notamment dans les camps et les zones dépourvues de protection de base. Du sport à présent avec la Coupe arabe FIFA 2025, première partie des quarts de finale ce jeudi avec la surprise de cette compétition, l'équipe nationale palestinienne qui affrontera l'Arabie Saoudite à partir de 18h30 au stade Lusail. La Palestine pourrait en ce cas de qualification en demi-finale entrer encore un peu plus dans l'histoire du tournoi après s'être qualifiée pour la première fois en quart de finale. C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. À très vite.